Je vous propose que nous commencions. S'il vous plaît, pour ouvrir ces journées, je vais appeler Marc Dumont, président de l'Apéro. Chers et chers collègues, chers et chers amis de l'Apéro, c'est un immense plaisir d'être ici à l'Université de Bordeaux pour introduire ces 23e rencontres internationales en urbanisme après 2 ans de pandémie qui ont été comme éprouvantes pour notre réseau sans pour autant interrompre, éteindre sa passion et ses activités. Et ça, c'est extrêmement réjouissant. Je voudrais d'abord remercier l'Université de Bordeaux qui nous accueille, ainsi que l'École d'architecture nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux, toute l'équipe de collègues qui ont préparé ces rencontres de façon extrêmement remarquable, bien organisée, qui ont été mobilisés, les laboratoires et les instituts de la métropole qui ont soutenu et participé à l'organisation de cette manifestation qui est pour nous très importante et qui intervient à un moment doublement charnière, il me semble. D'abord parce que si l'Apéro va bientôt fêter ses 40 ans dans 2 ans, dans 40 ans de soutien de l'enseignement à l'enseignement et à la recherche en urbanisme et en aménagement à travers une charte reconnaissant la qualité de nos formations en lien étroit avec le monde professionnel qui est présent à ces rencontres. On a pu rencontrer notamment, voir le Centre national de la fonction publique territoriale et d'autres. Et donc, si l'Apéro a été aussi présent ces 38 dernières années, avec une vraie réflexion qu'il mène sur l'insertion professionnelle, sur les compétences, sur les trajectoires vers l'emploi, l'Apéro est aussi progressivement venu sur les questions de soutien et d'impulsion à la recherche en urbanisme et en aménagement. Et ça, pour moi, en tant que président de l'Apéro, c'est très important. Les rencontres doctorales qui connaissent un véritable succès, la très belle publication de la revue Urbia qui valorise très bien aussi ces travaux année après année, les prix de l'article scientifique et le prix de thèse sur la ville, et bien sûr le congrès annuel, celui de ces 2 journées, mais aussi une très forte dynamique de réseau, Aménago, nouveau réseau qui a été créé à l'occasion de ces 23e rencontres, Pédago, plutôt sur l'enseignement, Moto, autour des questions de mobilité, un réseau aussi également sur les friches que vous pourrez découvrir demain, et le succès également de la revue internationale en urbanisme qui s'est imposée dans le paysage éditorial des revues scientifiques en urbanisme en langue française. Cette impulsion en direction de la recherche, nous souhaitons la poursuivre, soutenue dans cette direction par l'Agence universitaire pour la francophonie, nous avons pu le dire il y a quelques jours à l'occasion de notre Assemblée générale, et dont l'Apéro se réjouit de siéger au nouveau Conseil des réseaux et de contribuer également à ces rencontres avec une véritable réflexion de façon active à la façon de développer, déployer la francophonie scientifique. Francophonie, car il faut bien le dire et le rappeler, ou le faire découvrir à ceux qui nous découvrent, l'Apéro, c'est 3 sections. Afrique, Moyen-Orient, Amérique et France-Europe. Et je voudrais saluer tout particulièrement nos amis de la section Afrique-Moyen-Orient qui ont pu faire le déplacement parmi nous aujourd'hui et tout au long de la semaine, malgré les circonstances très difficiles que certains traversent, notamment, je pense en particulier au Liban. La seconde raison pour laquelle ces 23e rencontres se situent à un moment qu'on peut considérer comme charnière, elle est évidemment, bien sûr, liée à la thématique de ces 2 journées de colloque. Nous ne pouvons plus concevoir et aménager l'espace de nos villes et de nos métropoles comme nous l'avons fait par le passé. L'état de la planète est là, les changements climatiques sont là, ainsi que leurs effets. Nous devons nous réinventer. L'Apéro doit se réinventer. Il doit aussi réinventer ses formations, ses recherches, en intégrant tous ces enjeux et défis des transitions. Alors, avant de laisser la parole à l'équipe scientifique et aux experts qui seront bien plus compétents que moi sur ces sujets, je voudrais seulement vous partager cette réflexion, ce souhait. Nous traversons encore une pandémie. Celle-ci est venue mettre à mal tout un ensemble de choses
mais notamment tous les modèles, un certain nombre de modèles établis en matière de planification spatiale. Nous avons dû improviser. Quelles leçons tirons-nous de cette pandémie, de cette improvisation? Comment l'improvisation peut-elle nous pousser à sortir des routines? Peut-elle, doit-elle devenir une façon de faire différemment de l'urbanisme et de l'aménagement dans un contexte d'urgence climatique? C'est cette simple question que je me permets de déposer parmi toutes les autres questions qui seront posées et soulevées à l'occasion de ces très beaux échanges de ces 2 jours qui seront, j'en suis absolument certain, à la fois passionnants et fructueux. Bon colloque à toutes et tous, je vous remercie. Merci bien. Je voudrais faire intervenir M. Carlos Gottlieb pour l'IFU. Bonjour, et je voulais tout d'abord remercier à l'équipe qui nous accueille, donc l'équipe de l'IATU bien sûr, et pour nous c'est un honneur de participer à cette séance introductive pour les journées de l'apéro. Et moi-même je parle donc au nom de l'école d'architecture et des paysages de Bordeaux. Et vous savez, donc nous avons décidé avec l'équipe de l'apéro de l'IATU de mutualiser ces 2 événements qui tous 2 donc abordent la question de comment faire face aux enjeux d'attention écologique et tellement donc c'est voilà, et cet enjeu nous paraît fondamental que on a justement voulu commencer par voir comment ces événements qu'on avait programmé, la 23e donc, conférence donc, de l'apéro et la 15e conférence internationale de l'IFU, pourraient justement donc s'articuler sur différentes activités comme cette conférence et celle qu'on a partagée donc, hier et à l'inauguration de notre colloque et des journées doctorales. Donc l'IFU, la 15e conférence internationale de l'IFU, c'est International Forum on Urbanism. C'est une association, c'est un réseau d'écoles qui est né donc tout d'abord par la volonté de quelques écoles, donc l'Université technologique de Delft et l'Université de Tsinghua en Chine, de créer un réseau d'échanges universitaires, des rapports voilà, avec des gouvernements locaux. Maintenant, ça comporte 26 universités et des différents continents, donc en Asie, en Europe. On a aussi incorporé donc, des universités d'Amérique latine récemment et c'est, voilà, chaque année, voilà, on organise des conférences internationales et aussi des activités, des forums de jeunes étudiants. Donc, voilà, c'est les thèmes de notre conférence est complémentaire à celui de l'apéro. Donc, c'est comment faire face donc, voilà, à cet enjeu de l'attention écologique à partir de l'innovation dans l'internationalisation de l'enseignement. Et quoi de mieux donc, que partir d'un réseau qui existe pour voir quelles sont donc, les expériences, les recherches. Et dans ces cadres-là, on remercie les 70 étudiants qui ont présenté, enfin, ou participants plutôt, voilà, parce qu'il y a des chercheurs, des doctorants qui ont apporté des papiers pour y contribuer. Donc voilà, merci beaucoup et bon colloque également. Merci beaucoup. Merci, j'appelle Guylaine Demier du IATU qui était en charge de l'organisation de ces journées. Bien, mesdames, messieurs, chers et chers collègues, au nom de l'Institut d'aménagement de tourisme et d'urbanisme, je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes très heureux de vous voir ici présents. Après, comme viennent de l'évoquer Carlos Gottlieb et Marc Dumont, cette période vraiment difficile pour tout le monde. On sait que ça n'a pas été facile pour nombreux d'entre vous d'accéder jusqu'ici aujourd'hui. On vous souhaite vraiment chaleureusement la bienvenue. Nous ouvrons aujourd'hui ces 23e rencontres internationales en urbanisme. Ce colloque, il faut que je passe au remerciement quand même, n'aurait pas pu avoir lieu sans évidemment l'accompagnement des membres de l'apéro, de l'association, sans le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine, sans le soutien de l'Université Bordeaux-Montaigne, sans le soutien de Bordeaux Métropole aussi.
Je remercie aussi le CNFPT de nous avoir soutenus dans cette démarche. Et enfin, évidemment, aussi le laboratoire, notre univers de recherche Passage, qui nous accompagne dans l'élaboration de ce projet et de ce colloque. Donc, nombreuses sont les personnes qui ont participé à cette organisation. Pas mal se sont démenées. Je les remercie. Je ne vais pas toutes les citer, mais elles se reconnaîtront. Donc, il me paraissait très important, mais évidemment, cette année d'axer ce colloque sur la thématique de la transition écologique, bien évidemment. Tout le monde est au courant du contexte climatique, sanitaire, environnemental, de la crise économique aussi dans laquelle nous vivons. Et nous sommes heureux donc d'accueillir voilà, différents regards qui seront portés sur cette notion de transition écologique. L'objet, évidemment, comme l'a rappelé Marc Dumont tout à l'heure, c'est à la fois de nous remettre en question. Ça fait un moment que les urbanistes le font, les architectes, etc. Si nous sommes là, c'est parce que nous réfléchissons et nous remettons en permanence en question et nous essayons à la fois d'offrir des formations qui répondent aux besoins de nos étudiants et nous les formons voilà, en vue de les préparer au mieux dans cet avenir un peu assez incertain. Et évidemment, donc, sur les formations, nous tenons particulièrement, comme ça a été évoqué hier dans l'atelier pédago, à essayer de trouver de nouvelles façons de faire, d'enseigner, en tenant compte donc de ce contexte de transition écologique, de ce contexte de grands changements, mais aussi des attentes de nos étudiants voilà, qui changent, on l'a vu hier soir lors de l'atelier pédago, il va falloir penser des nouvelles modalités aussi d'enseignement pour permettre d'être toujours aussi attractif. Et puis sur le plan de la recherche, évidemment, comment faire pour mieux fabriquer la ville. C'est pour ça que donc, nous avons choisi comme axe thématique de la journée, notamment cet après-midi, de travailler sur des questions de ville en lien avec la biodiversité, l'artificialisation, comment aussi mieux intégrer les pratiques habitantes, les usages et la participation citoyenne dans l'élaboration des projets locaux, dans l'élaboration des documents d'urbanisme, etc. Comment bien mieux coordonner les politiques de transport et de logement pour avoir un moindre impact sur le coût économique, par exemple, des déplacements des ménages. Et enfin, tenir compte aussi de la vulnérabilité de nombreux territoires. En Gironde, on le voit, nous avons des territoires côtiers qui vont être bientôt submergés par les eaux. Alors, soyons pas trop alarmistes non plus, mais en tout cas, la tendance est un peu pessimiste. Donc, il faut que les petites villes près du littoral s'organisent. Ce sera l'objet, je pense, d'un axe thématique cet après-midi, l'axe 4 notamment. Et enfin, on aura aussi dans cet après-midi un axe orienté sur l'urbanisme négocié et l'urbanisme en liberté. Comment construire au mieux et envisager de faire cet urbanisme aujourd'hui. Bon, de nombreuses personnes voilà, très, très enrichissantes sont là pour discuter de toutes ces problématiques. Et je voulais remercier aussi, évidemment, la présence de Dominique Gauzin-Muller, de M. Bernard Blanc et de Florence Rudolph qui vont ouvrir donc, cette session plénière aujourd'hui. Merci d'être là. Les échanges seront très riches, on n'en a pas douté. Et je vous souhaite, au nom de l'Institut d'urbanisme, un très bon colloque et de très belles journées jusqu'à demain. Voilà. Bien. Je voudrais excuser Alain Diani, président de Bordeaux Métropole, qui avait prévu d'intervenir et qui ne sera pas là ce matin. Je voudrais dire qu'Alain Rousset, président de la région Aquitaine, interviendra ce soir pour témoigner de son soutien à nos journées. Et je voudrais lancer la conférence introductive en appelant Agnès Berland-Berton, directrice du IATU, et qui va animer et présider cette conférence introductive, et puis demander également à Dominique Gauzin-Muller, à Florence Rudolph et à Bernard Blanc de la rejoindre à la tribune. Oui, j'ai besoin de vous, toute seule. Alors, animer, on verra. Les connaissant un petit peu, je pense qu'ils vont s'auto-animer, vous le verrez en principe assez facilement. Donc,
Pour ouvrir cette séance-là, dire quelques mots, et particulièrement sur eux, bien sûr. Tout d'abord que la transition écologique, c'est un chantier qui nous oblige. Elle interroge nos savoirs, elle interroge nos savoir-faire, elle interroge aussi nos faire-savoir. On n'est pas toujours très fort là-dessus. Et surtout, elle peut déranger les ordres établis. Donc, c'est aussi un chantier qui nous appelle à travailler tous ensemble. Quelles que soient nos disciplines, quelles que soient nos catégories professionnelles, et cela, c'est une pratique qu'on connaît bien en urbanisme, c'est un champ d'action composite. Alors, c'est aujourd'hui avec une sociologue, une architecte, un urbaniste, que nous ouvrons cette plénière en leur confiant le soin d'interroger ces savoirs et ces savoir-faire et de nous partager leurs engagements. Car sans engagement, comment faire advenir une pensée du changement, un projet qui soit en capacité de répondre aux enjeux de la transition? Et nous avons avec nous, franchement, des gens très engagés. Vous allez le voir. Donc, pour vous les présenter, Florence Rudolph, qui est sociologue et urbaniste. Elle est professeure à l'école d'architecture et directrice adjointe de l'équipe de recherche architecture, morphologie et morphogénèse urbaine et projets à l'INSA de Strasbourg. Elle s'est spécialisée dans les processus d'institutionnalisation de l'environnement sous l'angle des nouvelles pratiques sociales et modes d'habiter à l'échelle des villes, ainsi que sous l'angle des nouveaux savoirs, métiers et formes d'expertise. Elle s'inscrit dans les réseaux de recherche sur les formes de gouvernance environnementale à l'échelle des métropoles et depuis 2016, elle a rejoint la mission régionale de l'autorité environnementale pour la région Grand Est. Merci Florence d'être là. Dominique Gozin-Muller est architecte. Elle a lancé avec Alain Bornarel et Philippe Madec le manifeste pour la frugalité heureuse et créative dans l'architecture et le ménagement des territoires, un terme qui nous a valu une chaude discussion hier soir, qui a déjà recueilli ce manifeste 14 000 signatures qui concernent 85 pays. Je pense que tu étais toi-même étonné de ce retour, et créant ainsi un mouvement international pour un changement de paradigme dans le secteur du bâtiment. Dominique dirige également la collection Transition écologique aux éditions Muséo et elle est membre de la compagnie des Négawatts, un groupe d'experts qui est indépendant, c'est important, et qui travaille à des scénarios de transition énergétique pour la France. Bernard Blanc est urbaniste, docteur en gestion, membre de l'Académie d'architecture et pour les Bordelais, cela parlera certainement, le projet GHI du Grand Parc, qu'il a fait advenir comme maître d'ouvrage, puisque également maître d'ouvrage lorsqu'il était directeur général de l'Office public de l'habitat Aquitanis. Et ce projet a reçu le prix Mies van der Rohe en 2019. On dit pour un bon projet d'architecture, il faut avoir un bon maître d'ouvrage. Nous, en urbanisme, on essaye de former les maîtres d'ouvrage, l'école d'architecture, de former les maîtres d'œuvre. Donc, de belles rencontres que tu sais créer. Bernard Blanc nous a aussi, lui aussi, donné récemment une belle preuve de son engagement. Alors qu'il y a un an, à l'issue de son mandat à la tête d'Aquitanis, il pensait pouvoir profiter d'un repos bien mérité. Il s'est remis à l'ouvrage. En acceptant la mission d'adjoint à l'urbanisme résilient dans la nouvelle équipe écologiste élue à la ville de Bordeaux, mettant ainsi son savoir-faire de maître d'ouvrage et ses valeurs au service de la transition et en créant le référentiel bâtiment frugal bordelais. C'est ce que tu partageras aussi avec nous. Alors juste, je fais une toute petite parenthèse. Hier, pour celles et ceux qui étaient là, le CNJU, collectif des jeunes urbanistes, nous présentait les résultats de son enquête sur l'insertion professionnelle des jeunes docteurs en urbanisme. Je voudrais juste, pour compléter les portraits, vous dire que 2 de nos 3 intervenants ici, Dominique Gozin-Muller et Bernard Blanc, s'étant récemment engagés dans une thèse de doctorat. Peut-être qu'une enquête portant sur l'insertion scientifique
de professionnels confirmés serait à mettre à l'agenda de notre CNJU et dont je rappelle que l'enquête a été menée avec le soutien et l'aide de l'apéro. Donc, je m'arrête là parce que c'est vous qu'on est venu entendre. Et nous allons leur laisser la parole, les remercier de la prendre, de la partager avec vous. Alors, brièvement, pour une ou deux questions après chacune des interventions, parce qu'on doit impérativement arrêter à 11h pour pouvoir laisser partir nos amis de l'IFU. Et ensuite, on reviendra pour cet échange en table ronde et surtout en débat avec vous, avec la salle, jusqu'à 12h30. Je vous remercie. Bien, mesdames, messieurs, chers amis, d'abord, je voudrais remercier évidemment Agnès Berland-Berton et toute l'équipe de l'Institut d'aménagement, de tourisme et d'urbanisme, ainsi que l'Université de Bordeaux, l'apéro, et puis vous toutes et tous qui êtes là ce matin. Et je voudrais quand même souligner que chapeau à l'équipe qui a organisé, parce que dans un campus quand même en chantier, c'est remarquable, et je vous remercie d'avoir relevé ce défi pour nous accueillir, et on sait apprécier votre invitation. Alors, je vais donc j'ai l'honneur d'ouvrir cette séance avec mes collègues Dominique et Bernard. Et je vais faire un retour à la fois un petit peu sur la manière dont la transition écologique m'engage, et montrer comment ce détour, ce retour interpelle aussi la pratique architecturale et urbaine. Alors, Agnès l'a dit, je suis sociologue de formation. Ce sont mes premiers amours intellectuels. Et après de la biologie, quand même, j'ai aussi flirté avec la biologie. Et donc, ça reste quand même quelque chose de très prégnant et de très structurant me concernant. Alors, j'ai rencontré l'écologie dans les années 1974 avec la revue Le Sauvage. Vous voyez, ça ne me rajeunit pas. Et ça ne m'a jamais quittée, même si mes engagements sont passés par des hauts et des bas, à la fois des hauts et des bas et des débats. Et voilà, depuis cette période-là, finalement, la question écologique est une question centrale, et elle est d'autant plus centrale qu'à titre de sociologue, les sociologues, quand ils sont nés dans le tournant du 19e et du 20e siècle, enfin plutôt à la milieu du 19e siècle, avaient la prétention, si vous voulez, de dire qu'effectivement, il n'y avait qu'une seule entité, une grande entité qui englobait toutes les autres et qui s'appelle la société. Et donc, à titre de sociologue, on pouvait s'occuper de tout. On était la science reine. Et donc, voilà, tout étant social, on était compétent pour tout, en veillant quand même de s'initier dans les domaines qui nous intéressaient plus spécifiquement. Et moi, souvent, je disais à mes étudiants, mais en fait, c'est bien, quand tu fais de la sociologie, c'est bien d'avoir un autre violon d'Ingres, parce qu'il faudra quand même que tu aies une deuxième compétence pour prétendre faire la sociologie de quelque chose. Et puis, avec l'environnement et l'écologie, finalement, c'est l'environnement de la société qui est devenu consistant, intéressant. Et ça, c'était assez perturbant pour les sociologues, et en particulier j'étais à peu près une jeune sociologue comme nos jeunes doctorants là, pour la jeune sociologue que j'étais, de rencontrer, si vous voulez, cette altérité, l'environnement de la société,
Et je l'ai d'autant mieux rencontré que j'ai fait ma thèse en Allemagne, enfin franco-allemande, donc je suis très, très franco-allemande. Et j'ai fait ma thèse avec Niklas Luhmann, qui est quelqu'un qui est relativement inconnu, je pense, en France, quoique il est un peu plus connu actuellement, et qui était un sociologue qui travaillait beaucoup sur les discours, sur les actes de langage. D'ailleurs, ce n'est pas le seul, il y a beaucoup de sociologues qui travaillent les actes de langage. Donc, si vous voulez, voilà, c'était très important de réfléchir à la manière dont la société parle. Parce que sans faire de l'anthropomorphisme, quand nous parlons, quand nous nous exprimons, quand nous tenons des discours comme maintenant, eh bien, finalement, nous participons d'un acte social, nous créons des communications sociales. Et donc, ce sociologue, c'était vraiment, il travaillait sur la société comme système de communication généralisé. Et voilà, j'ai été formée à cette école-là. Et l'écologie, alors si vous voulez, l'environnement de la société, ça allait bien comme pratique discursive, comme abstraction à partir de laquelle on pouvait imaginer plein de choses, voilà, je dirais aller dans des intellectuations. Mais l'écologie, quand même, ça faisait ça réintroduisait, ça faisait ressurgir, si vous voulez, une matérialité qui finalement fait souvent défaut aux sociologues, à la sociologie. Ce qui explique que, dans le fond, avec le temps, le fait que je sois ici parmi vous, avec les urbanistes et les architectes, c'est finalement, pour moi, c'est assez clair dans mon histoire intellectuelle et dans ma vie, puisqu'à un certain moment, après m'être, disons, immergée dans le discours, délectée du discours, j'ai eu envie de me confronter à nouveau à une certaine, disons, à une certaine résistance, récalcitrance. Je ne sais pas s'il faut l'appeler le réel, mais en tout cas, le réel, oui, qui peut être à la fois ce qu'on peut dire, ce qu'on peut associer à de la nature, mais ce qu'on peut aussi associer à des conventions cristallisées, etc., à ce qu'on appelle le social. Donc, en fait, si vous voulez, je me suis efforcée à réarticuler des actes de langage avec des pratiques et avec des œuvres, des objets. Et ce faisant, je me suis rendu compte que finalement, je participais d'un mouvement très général qui est un mouvement qu'on peut qualifier d'holiste ou de retour, si vous voulez, à une espèce d'enjeu de faire monde, plutôt que de déconstruire ou en entité élémentaire, ça c'est la culture cartésienne, ou déconstruire comme le déconstructivisme. Mais si vous voulez, je me suis rendu compte que finalement, cette histoire très singulière que je me permets de partager avec vous, elle avait, et ça plaît à la sociologue que je suis, elle avait évidemment une dimension sociale, elle n'était pas isolée, si vous voulez, et que ce que je vivais entrait en résonance avec des choses assez fondamentales, c'est-à-dire vraiment, je n'ai pas envie de dire le besoin, parce que ça aussi c'est un terme comme sociologue qui m'agace un peu, mais je veux dire un enjeu, une historicité, si vous voulez, quelque chose qui nous interpelle et qui nous interpelle collectivement, qui fait appel à une responsabilité collective et aussi qui se joue individuellement. Alors, comme on a une horloge qui est très, très, très encourageante, parce que de toute façon, on est en retard à la regarder, mais il faut quand même que j'ai un peu le sens du temps. Vous me ferez signe, Agnès, tu me feras signe si j'ai besoin tu me diras hein, quand il me restera 5 minutes. Et merci d'avance. Donc, une question que je vous pose, que je me pose, c'est donc à quel titre les projets urbains, architecturaux peuvent-ils contribuer à la transition écologique? Alors, c'est une question assez triviale au premier abord. Hein, vous allez dire, bon, oui, c'est vrai, elle est assez triviale, mais quand on s'y arrête un peu, on va voir que c'est une question finalement
dont il ne me semble pas avoir vraiment lu ou entendu des réponses qui sont, disons, intellectuellement robustes. Je veux dire par là que l'exercice que j'aimerais bien mener avec vous, c'est vraiment de se demander quelles sont vraiment les conditions, quelles sont les exigences, quelles sont les obligations que nous devrions avoir à l'esprit, que nous devrions nous donner pour que, effectivement, des projets, quand ils viennent à se réaliser sur des territoires, dans des territoires, quelles que soient leurs échelles, participent réellement de la transition écologique. Et qu'est-ce que ça veut dire que ça participe réellement de la transition écologique? Alors, première petite aparté, c'est de se demander, bon, mais pourquoi se situer à l'échelle des villes? Pourquoi faire le pari, par exemple, que c'est à l'échelle des villes que se joue cette transition écologique? Est-ce que ce serait, on peut se poser la question, est-ce que ce ne serait pas justement en dehors des villes, en quittant les villes, en quittant ces formes d'établissements humains, non humains, ces formes d'éco-sociosystèmes? Bon, c'est une question que je laisse ouverte, mais que j'avais quand même envie de soulever. Si je m'intéresse, si je prends le pari quand même de la ville, ou les villes, les métropoles, les mégapoles, comme des lieux où cette question de la transition écologique se pose et se joue de façon cruciale, c'est bon, à la fois parce que historiquement, les villes se sont révélées d'être des acteurs, des actrices qu'elles sont potentiellement dotées d'agentivité, de pouvoir d'action. D'ailleurs, je pense à Max Weber notamment, qui a écrit Max Weber, un sociologue, un héritier de la sociologie, qui fait partie aussi de cette école qui constituait, qui a repris Le Gallès et d'autres sur les villes comme acteurs. Et il suffit de voir aussi les enjeux, par exemple, pour les partis politiques au niveau des municipales, gagner des villes, la force du pouvoir des villes, etc. Il y a bien sûr aussi le fait qu'institutionnellement, les villes sont devenues importantes avec le rapport Brundtland en 1987, avec l'agenda local, l'agenda 21, les agendas locaux. Je rappelle aussi les travaux de Syria Emelianov sur justement l'importance de la reconnaissance des villes et des citoyens, citoyennes comme des acteurs aux côtés des États devant participer, disons, des grands enjeux planétaires. Et puis, bien sûr, du point de vue de l'Anthropocène, les villes, démographiquement, 80% de la population, sans compter leur empreinte écologique et les hinterlanders qu'elles colonisent, ont un poids donc sur les équilibres écologiques. Donc, pour toutes ces raisons, et sans rentrer dans le bilan des villes, dans leur contribution aux gaz à effet de serre, à la biodiversité, effondrement ou non, parce qu'on sait aussi qu'il y a de la biodiversité ordinaire dans les villes, sont des acteurs vraiment cruciaux, d'où l'importance, il me semble quand même, de... 5 minutes ? Ah oui, d'accord. Donc, il faut vraiment que je me dépêche. Donc, voilà, les villes sont clairement des acteurs importants. Alors, je vais donc passer à cette question-là que j'évoquais par rapport à l'importance, comment les projets architecturaux et urbains peuvent effectivement participer, si vous voulez, de la transition écologique. Alors, je prendrai pour l'illustrer rapidement la notion de culture matérielle. Donc, la culture matérielle, c'est un peu aussi en écho de ce que je vous disais en introduction. Finalement, c'est un paradoxe parce que la culture, elle est à la fois matérielle et immatérielle. Elle est un entrelac à la fois de sens, d'expression, qui ont une certaine tangibilité ou une certaine matérialité, et puis bien sûr d'objets, d'œuvres, d'artefacts, etc. Donc en fait, c'est un entrelac
de matière, de sens, et aussi d'institutions, c'est-à-dire d'institutions finalement de guides d'action. Les institutions en sociologie, ce sont principalement des guides d'action. Or, la question que je me pose, que je nous pose, c'est, si vous voulez, comment faire pour qu'effectivement un projet proclame, un projet urbain ou architectural, proclame une transformation sociale. Proclamer une transformation sociale, c'est-à-dire être vraiment, si vous voulez, en mesure d'inviter et d'accompagner des transformations par justement l'ouverture de nouveaux chemins, de nouveaux cheminements, de nouvelles manières, si vous voulez, d'agencer des humains, des non-humains, de composer, de structurer finalement l'espace et le temps. Donc, en fait, c'est une question que je me pose, qui est d'ailleurs un peu au cœur d'un programme de recherche que j'ai commencé à construire et que je voudrais mener avec d'autres. C'est effectivement d'arriver, si vous voulez, à vraiment construire une grammaire socio-spatiale à partir justement de projets architecturaux urbains à différentes échelles. On trouve déjà cela dans nombre de présentations de projets de fin d'études, d'étudiants ou de projets d'urbanistes et d'architectes confirmés. Moi, je regarde plutôt les projets de fin d'études des étudiants. Et on trouve déjà cela dans l'effort qu'ils vont faire, par exemple, de nous parler de parcours, etc. Mais je pense qu'on peut aller plus loin. On peut affiner davantage cette démarche-là. Je pense que cette démarche, elle est très prometteuse, mais on peut l'affiner et en étant moins caricatural, en étant moins un peu le dessin obligé, un peu marketing, etc., en étant plus exigeante dans la manière dont on observe comment effectivement des espaces, des aménagements, des architectures peuvent vraiment inviter, si vous voulez, à sortir des chemins battus, hein, et témoigner de la possibilité et de la joie et du confort, pour faire écho au bonheur et à la frugalité heureuse, de la joie et du confort et du bonheur de monter sur son vélo et même de prendre la pluie. C'est vachement chouette. C'est vrai qu'il faut... Non, mais c'est vrai. C'est très, très chouette de prendre de temps en temps la pluie. Et c'est quand même assez rare. Voilà, c'est finalement assez rare de prendre la pluie, de se rendre compte que, tiens, ça sent bon le tilleul quand il pleut, etc. Mais voyez, tout ça, ça suppose aussi que là où je vais passer à vélo, eh bien, peut-être, il y aura un tilleul, il y aura des oiseaux, il y aura du plaisir, il y aura un paysage, ce ne sera pas juste, je veux dire, voilà, une espèce de tunnel obscur et puant, voyez, voilà. Donc, par exemple, c'est de ce genre de choses dont je voudrais juste évoquer. Donc, et là, je pense que l'anthropologie des techniques, des sciences et des techniques est vraiment très intéressante, hein, dont un des ancêtres, c'est Marcel Mauss, qui rappelle... Notamment, si vous voulez, je reprends des exemples. Alors, un texte, un numéro spécial de la Journée de la Société des Océanistes de 2013 avec l'introduction d'Isabelle Leblic, qui fait tout un retour justement sur l'importance, et je m'achemine vers la fin, qui fait tout un retour, je voudrais juste évoquer cela, sur l'importance justement que l'anthropologie des techniques a eu pour comprendre ce que je vous propose de penser. Alors, je prends juste un extrait. L'ensemble des chaînes opératoires impliquées dans la culture des grandes ignames, ça pourrait être impliqué dans le projet urbain, un truc muche, machin chouette, hein. L'ensemble des chaînes opératoires mobilise un ensemble hétérogène de gestes,
d'action sur la matière et le corps, de substances, d'acteurs, de lieux et de temporalité, qui ont tous une raison d'être spécifique et sont mobilisés pour atteindre un résultat efficace. L'objet fini est donc un condensé de relations sociales, matérielles, symboliques, réalisées au cours de la chaîne opératoire et concrétisées sous la forme d'un seul artefact qui doit impérativement être donné à voir. Donc, si vous voulez, c'est cette espèce de jeu de correspondance et qui est pour le moins vraiment ardu, qui me semble être un beau défi pour nous toutes et tous ici, et qui nous semble aussi être une belle manière, si vous voulez, de réactiver ce trio infernal fait de Je t'aime moi non plus entre sociologues, architectes et urbanistes. Et je vous remercie beaucoup pour ce moment. Je propose qu'on, si ça ne t'ennuie pas, qu'on... Parce que j'ai l'impression que Dominique a un petit bout, une petite partie de ta réponse. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être ici à Bordeaux avec vous. Merci beaucoup pour l'invitation, chère Agnès. Merci aussi d'inviter une architecte à un congrès d'urbanistes. Je ne sais pas si cela arrive tellement souvent. Et en fait, ça correspond tellement à la manière dont je travaille depuis très longtemps en défendant une approche holistique que je vous expliquerai à la fin. C'est-à-dire, je pense qu'il faut absolument sortir du silo et travailler avec, entre autres, des sociologues, mais aussi des urbanistes, des paysagistes et des philosophes. Donc, je suis là pour vous parler de la frugalité heureuse et créative dans l'architecture et l'aménagement des territoires. Tu vois, là, j'ai mis l'aménagement pour te faire plaisir. Le jour du dépassement, vous le savez peut-être, c'était l'année dernière, le 29 juillet. Ça veut dire qu'en 2021, l'humanité avait dépensé en 209 jours l'ensemble des ressources que la Terre peut régénérer en un an. Et c'est quelque chose qui est, à mon avis, extrêmement inquiétant. Vous le savez peut-être aussi, le bâtiment en France, c'est à peu près 46% de la consommation énergétique, 50% de la consommation des ressources naturelles. Ben là, plus que sur mon menton, je peux difficilement. Et 40% de la production des déchets. Sinon, je vous invite à vous rapprocher. Qui n'entend pas? Ah bon, alors ça continue. Et puis 40% des émissions de CO2. Et c'est entre autres pour cela qu'avec mes amis Philippe et Alain, tu l'as évoqué Agnès, nous avons lancé en janvier 2018 ce manifeste pour une frugalité heureuse et créative que vous pouvez retrouver sur le site internet, et je serais bien sûr ravie si vous aviez envie de le lire et de le signer si ce n'est pas encore fait. Alors, on appelle ça la frugalité, on aurait pu l'appeler éventuellement la sobriété, mais on préfère le mot frugalité parce que pour nous, c'est la juste utilisation des fruits de la terre, un petit peu comme les agriculteurs, mes grands-parents étaient paysans, le faisaient, c'est-à-dire que quand on récolte, eh bien, on ne dépense pas tout, on ne mange pas tout, on en garde toujours à côté pour pouvoir continuer. Et puis, on peut l'appeler aussi simplicité, humilité, modestie. Je sais que la modestie n'est pas toujours une grande qualité des architectes, mais c'est en train de changer. Pour nous, la frugalité, elle est heureuse parce qu'elle est basée sur un élan généreux envers les autres et créative parce qu'elle nous oblige à prendre d'autres chemins. C'est tout à fait ce dont tu parlais aussi, Florence. L'idée, c'est que si nous consommons moins de ressources en Europe, les populations du Sud global et les générations futures, je me suis ravie de voir beaucoup de jeunes ici, en auront plus. Donc, en fait, ce que nous défendons, c'est la justice sociale. Nous pensons que moins, c'est suffisant. Alors, nous avons en effet aujourd'hui plus de 14 000 signataires, ce qui était complètement inespéré quand on a écrit il y a 4 ans et demi ce manifeste. Mais ce qu'on n'avait pas anticipé du tout non plus, c'était la création spontanée de groupes locaux. Parmi les premiers, le premier, c'était en Lorraine, organisé par certains de mes anciens étudiants de l'école d'architecture de Nancy. Mais maintenant, on en a partout en France et à l'étranger. Nous avons organisé 2 rencontres en présentiel en 2019
2019, une à Los Angeles, dans le bassin minier, et puis l'autre dans des villages en transition en Bretagne. Et puis les dernières, c'était le week-end dernier ici à Bordeaux. Certains d'entre vous étaient avec nous. Et puis, nous avons publié un livre en mars dernier chez Actes Sud qu'on a appelé « Commune frugale, la révolution du ménagement ». Je vous lis la 4e de couverture. « Aimons le monde déjà là, faisons mieux avec moins. Ménageons la terre, les lieux, les milieux et les sociétés. Revenons à la commune, ce ferment de la vie collective accessible à l'implication de tous. » Parallèlement à ce livre, un peu théorique qui a été fait sous la direction de Philippe Madec, qui est le philosophe du groupe. En plus d'être architecte et urbaniste, je m'occupe d'une collection qui montre des exemples très concrets d'architecture, mais aussi d'aménagement inspirant. Le premier, c'était le Grand Est, avec pas mal des projets de certains de mes anciens étudiants, et on est en train d'en préparer un en Auvergne-Rhône-Alpes, en Occitanie, dans les Hauts-de-France, et j'espère qu'il y en aura bientôt un en Nouvelle-Aquitaine, n'est-ce pas, Bernard? Cette sobriété et même la frugalité, vous voyez, frugalité, un si nécessaire débat, c'était la une du Monde il y a 15 jours, avec une série de 5 articles. Donc, c'est quelque chose qui commence à devenir de plus en plus accepté. Alors, quels sont pour nous les principes de la frugalité heureuse et créative? Nous travaillons à la fois sur une réduction de ce qui est matériel, c'est-à-dire de l'usage du sol, de l'usage de l'énergie et de l'usage des matériaux. Et puis, dans le même temps, nous souhaitons une croissance des relations humaines, et c'est pour ça que nous appelons notre frugalité heureuse et créative. Je vais aller avec vous à travers ces 4 types de frugalité. Donc, frugalité en sol, frugalité pour le territoire. Donc, chaque fois que vous voyez un petit rectangle comme ça, c'est extrait de notre manifeste. Le bâtiment frugal emploie avec soin le foncier et les ressources locales. Il respecte l'air, les sols, les eaux, la biodiversité. Il est généreux envers son territoire et attentif à ses habitants. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, généreux envers le territoire? C'est-à-dire que nous essayons d'utiliser les matériaux locaux, et nous essayons de participer au développement de filières de construction en bois, ici il y en a largement, en terre, en pierre, et de créer aussi des emplois non délocalisables. Et l'indispensable changement de paradigme, c'est ce qui est sorti de nos 2 premières rencontres de 2019, c'est la question: faut-il encore construire? Alors, si on se pose cette question, il faut essayer d'imaginer comment on peut refaire la ville sur la ville. Eh bien, il y a déjà une solution, c'est de restructurer les friches urbaines avec une mixité fonctionnelle et sociale. Il y a des friches portuaires, ferroviaires, industrielles. Ça, c'est une friche portuaire à Oslo. Vous voyez comment ça se développe un petit peu comme une main sur les anciens docks, en gardant des espaces verts. Et une des choses très importantes, c'est tout ce qui est en rapport avec la santé. La santé des citadins, c'est avoir un air aussi sain que possible, avoir aussi le contact proche avec de la nature, avec des espaces verts. Et puis, quand au milieu d'une capitale européenne, on peut aller se baigner dans le fjord, on se dit qu'il y a une qualité de vie. Restructuration de friches militaires. Il y a cet exemple de Darwin ici à Bordeaux que vous connaissez, et qui se fait autour des chers à Serge Latouche: réduire, réparer, rénover, recycler, réutiliser, réemployer, revaloriser, relocaliser, redistribuer. Et je pense qu'on doit vraiment repenser plus que jamais à cette manière de transformer l'existant. Et ça peut être à l'échelle d'un bâtiment, mais aussi à l'échelle de mobilier, par exemple, ou même de vêtements. Faire avec ce qui est déjà là, il y a différentes pistes. Bernard nous en parlera tout à l'heure, mais pour moi, une piste intéressante, c'est
la transformation de bureaux vides en logements, puisque rien qu'en Île-de-France, il y a à peu près 3 millions de mètres carrés de bureaux qui sont vacants, alors qu'on a tellement besoin de logements, et je pense que ça fait partie des possibilités. Et puis, il y a aussi cette phrase de Francesco Bandarin, qui a été longtemps le directeur de l'architecture à l'UNESCO, et qui disait il faut conserver les valeurs, pas seulement les pierres. L'exemple typique, c'est Venise. À Venise, on a conservé les pierres, mais pas les valeurs. Il y a eu une telle augmentation du prix du foncier, du prix des logements, qu'il n'y a plus de Vénitiens, ou quasiment plus de Vénitiens à Venise, et donc je pense qu'on a énormément perdu dans cette ville. Et puis il y a une autre phrase de mon amie Christine Lecomte, qui participait le week-end dernier aux rencontres de la frugalité à Bordeaux, qui est présidente de l'Ordre national des architectes français. Réparer la ville, c'est contribuer à sa magie. Et je trouve qu'on le voit bien sur cette image que j'ai prise à Hong Kong, quand je suis allée inaugurer l'exposition du Terra Award il y a quelques années. Où on voit comment dans cette ville qui est très minérale, qui est pleine de gratte-ciel, la présence de bâtiments anciens peut tout d'un coup apporter un peu de magie. J'ai vu qu'il y a un représentant de l'Université de Hong Kong ici, je le salue chaleureusement. Alors, je sais que c'est un sujet qui fâche, mais le lotissement est quand même un peu la plaie de la campagne française. Je trouve que cet exemple est assez symptomatique. C'est une photo que j'ai faite un jour où je survolais la vallée de la Loire en ballon, et le mec qui dirigeait le ballon, il n'a pas compris pourquoi je voulais qu'il m'approche de ça. Je lui ai dit, je vous promets, je vais le montrer des dizaines de fois. Et là, vous voyez, bon, bien sûr, la maison est individuelle, mais ils ne profitent pas de toutes les orientations. La terrasse est minuscule, elle n'est pas protégée, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de potager. Et quel est l'intérêt d'avoir une maison si c'est pour avoir ce type de logement? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut, comme ici, sur ces logements sociaux, regrouper 4 logements dans un même volume qui est à peu près le volume des fermes. C'est dans les Vosges, bâtiments construits en bois local et isolés en paille locale. On peut refaire la ville sur la ville en surélevant des maisons, comme ici à Nancy. On peut réhabiliter un ensemble immobilier. Là, c'était vraiment, je ne vous ai pas montré les photos d'avant, mais c'était carrément de la ruine. Et ils ont retravaillé cet espace pour en faire des logements sociaux, en gardant un petit peu le caractère spécial de chaque groupe de logement, au lieu d'en faire un grand bâtiment. Et puis, on peut aussi réhabiliter, par exemple ici, un presbytère en maison multi-activité pour revitaliser le centre-bourg. Et je crois que c'est aussi un des travaux, un des enjeux que nous avons. Tout à l'heure, tu l'évoquais, Florence, c'est au lieu de dire de manière péremptoire, les populations dans le futur vont toutes vivre dans des milieux urbains. Je pense au contraire qu'il faut retourner dans les villes petites et moyennes, où on a souvent une grande qualité de vie. Alors, ce qu'on veut aussi faire, c'est aller vers des espaces publics apaisés. La ville des courts chemins, c'est pour que chacun puisse aller à pied, en vélo, de son logement, ou éventuellement en tramway. Le tramway dont j'ai fait l'expérience depuis quelques jours est vraiment une grande qualité de Bordeaux. Et je pense que quand il n'y a que les camions des gamins qui sont autorisés dans un quartier, on a effectivement cette ville apaisée. La ville frugale, pour moi, elle est verte, elle est lente, et puis elle est amicale, en particulier pour les enfants, pour qu'ils puissent y jouer en toute liberté. Je pense que parmi toutes les populations, enfin les parties de la population qui ont beaucoup souffert
du confinement. Il y a en particulier les enfants. Quand j'ai entendu qu'en Espagne, les gens pouvaient sortir leurs chiens, mais pas sortir leurs enfants, et que les enfants ont été confinés pendant des mois, j'ai trouvé ça absolument aberrant. Donc, je pense qu'il faut vraiment redonner la ville aux enfants et surtout leur donner des espaces verts. Environ 25% des jeunes de 3 à 17 ans, avec une tendance en forte croissance depuis le confinement, souffrent de surpoids ou d'obésité. Les attirer hors les murs est donc un enjeu de santé publique. C'est beaucoup mieux fait en Allemagne ou en Suisse ou en Autriche qu'en France, mais il y a quand même quelques villes comme Lyon qui y travaillent. En quelques exemples, en Allemagne, ce ruisseau presque sauvage, dans un environnement dense, dans un écoquartier. Et ici, un autre écoquartier de la ville de Tübingen, dans le sud de l'Allemagne, où la végétation crée des zones ombragées qui apportent une agréable fraîcheur en été. Et vous voyez, oui, les parents et les gamins qui passent leur journée là. Et la ville, pour moi, elle doit être aussi nourricière. J'ai découvert ça une fois je me promenais à Paris dans le 13e. Je fais moi-même mon petit jardin sur mon tout petit, mon potager dans mon minuscule jardin de Stuttgart, et je crois qu'on doit absolument retourner vers ça. Alors, la frugalité en énergie, ça s'échappe, oui, c'est un petit peu plus loin des préoccupations des urbanistes, encore que nous savons faire des bâtiments qui sont confortables en été et en hiver, et nous devrions généraliser ces pratiques. Juste un exemple. Restructuration, extension d'une maison de village à Maron, en Lorraine, eh bien, après la transformation qui a été faite par une de mes anciennes étudiantes, eh bien, la diminution de la consommation, c'est facteur 10. Là, une transformation d'une laverie en maison, là, c'est l'idée de la boîte dans la boîte, qui est une autre approche, avec une boîte jour, une boîte nuit, dans une ancienne laverie dont on ne pouvait rien faire à Épinal. Et puis, un pôle socio-culturel à Arches, où on a fait une médiathèque dans l'ancienne mairie. Donc, voilà, refaire la ville sur la ville, ça peut être des grandes échelles comme au niveau des friches urbaines, ferroviaires, portuaires, mais ça peut être aussi sur des bâtiments. Et puis, les économies d'énergie, eh bien, c'est sous nos climats, mais on peut aussi très bien avoir une fraîcheur sans clim, sous les tropiques, comme dans ce bâtiment, en ventilation naturelle. Mais l'énergie pour chauffer et rafraîchir, ce n'est que la face émergée de l'iceberg. La grande proportion, c'est de l'énergie pour la construction. Donc, la frugalité en matière, c'est le retour à des matériaux qui étaient en fait les matériaux vernaculaires. Les ressources en sable et en gravier s'amenuisent. La production de ciment et de béton armé consomme une grande quantité d'énergie. Elle est responsable d'environ 8% des émissions de CO2 et participe donc notablement au changement climatique. 8%, c'est à peu près 2 à 3 fois plus que le transport aérien. Je ne dis pas que le béton est un mauvais matériau. Je dis au contraire que le béton est un matériau, lui il dit si. Je dis au contraire que le béton est un matériau précieux et qu'il ne doit être utilisé que quand il est indispensable, c'est-à-dire pour de grandes structures ou pour des fondations. Et pour le reste, il existe de nombreuses alternatives qui ont fait leur preuve. La première alternative, c'est le réemploi. Je vous ai parlé tout à l'heure de la réutilisation de bâtiments, mais quand on ne peut pas réutiliser le bâtiment tel quel, on peut aussi le déconstruire et utiliser les briques, les portes, même les chiottes et les radiateurs en fonte. Donc ça, c'est une première pensée qu'on doit avoir, et c'est quelque chose qui est en train de se développer très rapidement avec des plateformes. Il y a aussi les matériaux biosourcés. Alors, dans le sud global, c'est souvent le bambou, mais chez nous, c'est plutôt le bois, la paille, le chanvre et le chaume. Juste très rapidement, quelques exemples. Je ne sais pas si vous le savez. C'est déjà une question. Est-ce que vous savez combien il y a de bâtiments isolés en paille en France? Pardon? 100?
Alors, en 2012, c'était 450. Aujourd'hui, c'est plus de 6000. On en construit tous les ans à peu près 500. Il y a 10 ans, c'était essentiellement des maisons en autoconstruction. Aujourd'hui, ce sont des bâtiments, enfin, il y a des centaines d'équipements publics. Généralement, c'est construit en bois avec une isolation en paille. Celle-là, ça a été une des premières écoles construite en bois isolé en paille. Elle fait 6000 mètres carrés. On appelle ça la maison, l'école aux 6000 bottes de paille. Et dans la région parisienne, rien qu'à Paris et juste les communes autour, je pouvais vous citer peut-être 40 ou 50 écoles, groupes scolaires, équipements sportifs réalisés selon ce principe-là. Comment c'est possible? Ça a été possible parce qu'il y a un réseau de construction en paille qui est très bien fait, qui est très efficace, qui a qui a publié des règles professionnelles qui permettent d'assurer ces bâtiments-là. Et la même année, il y a eu des essais au feu qui ont été faits. Et voilà. Donc, on fait un caisson. Donc, soit on fait des montants en bois et puis on les remplit en paille, ou alors on fait des caissons qu'on remplit en paille. Quand vous voyez cette école qui se trouve à Montreuil, donc vraiment tout près de Paris, vous vous dites, oh oui, elle est dans un parc, mais il ne veut plus. Ah, voilà. Mais vous voyez qu'autour, ça fait l'autre face du même groupe scolaire. Là, on est vraiment en milieu urbain dense. Il y a un gymnase à Lyon aussi. Donc, c'est quelque chose qui se développe et on peut même faire des logements sociaux en bois isolé en paille. Celui-là, pareil, il a presque 10 ans maintenant. Et je l'ai visité, j'ai visité un des logements et la dame a montré sa facture. Elle paye entre 10 et 20 euros par mois pour l'énergie. C'est un bâtiment qui est Passif House. Et le même bailleur social, avec la même équipe d'architectes, enfin de maîtrise d'œuvre, est en train d'en construire un de 11 niveaux. 11 niveaux en bois et paille. Et je fera dans les Vosges, oui, tout à fait. Mais on peut travailler aussi avec un mélange de chaud-chanvre. Il y a plusieurs bâtiments, en particulier à Paris, des bâtiments haussmanniens qui sont isolés en chaud-chanvre. On peut le faire pour de la rénovation, on peut le faire aussi pour du neuf. Là, c'est un R+8 en chaud-chanvre. Alors, le chaud-chanvre ne porte pas. La paille peut être porteuse. À Rosny-sous-Bois, il y a un périscolaire avec un mur nord et 2 pignons avec des murs en bottes de paille superposées porteuses. Mais le chaud-chanvre n'est pas porteur, mais avec une ossature bois, ça, c'est possible. Et puis, à côté de ces matériaux biosourcés, il y a aussi des matériaux géosourcés, comme la pierre et la terre crue. On peut l'utiliser aussi pour des logements sociaux. Il y a plusieurs bâtiments de logements sociaux, en particulier à Paris et dans la banlieue parisienne, en pierre massive. Et puis, il y a aussi pas mal de projets en PACA, puisqu'il y a la fameuse carrière de Vers-Pont-du-Gard qui était déjà utilisée par Fernand Pouillon, qui a été utilisée par Gilles Perrodin. Et là, ce conservatoire de musique et de danse de Boris Boucher, vous voyez, c'est des gros blocs qu'on pose les uns sur les autres à la manière d'un Lego. Il y a aussi la terre crue. Alors, la terre crue, il y a différentes techniques. Je vous en parlerai un autre jour si ça vous intéresse. Mais il y a entre autres, blocs de terre comprimés. Et Philippe Madec, un des co-auteurs du manifeste, a construit il y a quelques années dans la banlieue de Toulouse, en bois et en terre crue, ce très beau pôle culturel. Et avec de la terre crue, des blocs porteurs. Et ça, c'est un groupe scolaire avec de la terre coulée. La terre coulée, c'est un peu comme du béton de ciment, mais c'est ce qu'on appelle un béton d'argile. Actuellement, on doit encore mettre à peu près 3% de ciment pour que ce soit liquide au moment où on le verse entre les banches et qu'au bout de quelques heures, il y a une prise qui permette de décoffrer. Mais il y a plusieurs centres de recherche qui travaillent à
à des additifs qui ne seraient pas du ciment, mais des additifs végétaux comme des algues, des tanins ou minéraux. Et je pense que bientôt, on pourra, avec des terres d'excavation, faire des... ouais, je sais, j'ai tout de suite fini. Et puis, les logements de Biganos, mais peut-être que Bernard aura envie de nous en parler. Donc, une ZAC de 600 logements à Biganos, en terre crue. Bravo Bernard d'avoir eu le courage d'initier ça. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez taper terrafibraaward.com et puis il y a un livre aussi qui vous permettrait de découvrir ces projets et puis bien d'autres. Je vois que quelqu'un prend des photos. Bien sûr, je peux vous fournir le PDF de ma présentation si ça vous intéresse. Et je vous ai dit, donc, on veut réduire tout ce qui est matériel et puis augmenter, changer les processus de conception et de construction avec une richesse créative dans les relations humaines. Je pense que parmi les projets les plus emblématiques de ça, il y a tout le travail que fait la ville de Rosny-sous-Bois depuis une dizaine d'années. Ils ne construisent qu'en pierre ou avec de la paille ou avec de la terre en ventilation naturelle. Et puis, ce projet que j'aime beaucoup de la ferme du Rail, c'est un projet qui a été initié par des associations dans le 19e arrondissement de Paris et mené par deux jeunes femmes architectes absolument extraordinaires, Clara et Julia. Et en fait, c'est une ferme de polyculture urbaine pour l'insertion économique et l'hébergement de personnes fragiles. En fait, sur les 20 logements, il y en a 5 pour des étudiants de l'école d'horticulture du Breuil qui travaillent à la production maraîchère, et puis il y a une champignonnière aussi, il y a une serre. Et les 15 autres logements sont pour des gens qui vivaient dans la rue et qui ont pu être réinsérés par le travail et retrouver ici un logement. Donc, et puis ce projet-là, par rapport à la matérialité, c'est une halle multifonctionnelle qui, pour un tiers du prix d'une salle des fêtes, peut faire aussi office de marché, d'endroits où les gamins viennent jouer, faire du skate, et ils ont des bâches amovibles qu'ils peuvent mettre autour pour faire leur fameuse fête du canard ou des concerts, etc. Et c'est un bâtiment qui a un faible bilan carbone, qui a renforcé l'économie locale, puisque le pin noir coupé dans les forêts de la commune a été transformé en planches de bardage dans une scierie proche, et les déchets ont été traités dans le village voisin. Et le charpentier qui m'a dit ça est lui-même de ce village. Alors, quelque chose de très important, c'est de faire une carte des ressources. Là, c'est les ressources sur le territoire lorrain, les ressources en bois, les ressources en terre, les ressources en pierre. Ce qui est important, c'est à la fois de valoriser les ressources locales, mais aussi de valoriser les savoir-faire régionaux. Je suis persuadée qu'il faut revaloriser le travail manuel parce que la main parle aussi directement au cerveau que le cerveau parle à la main. Et pour terminer, cette phrase d'Albert Einstein que j'ai découverte il y a quelques années m'a beaucoup fait réfléchir. Il n'est pas possible de résoudre des problèmes avec le mode de pensée qui les a créés. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de transition écologique. Je crois qu'on est au-delà de la transition. Il faut une mutation, voire, pour faire un néologisme, une disruption. La transition ne suffit pas. Il faut aller beaucoup trop vite. Vous avez dit holistique. Holos, ça veut dire tout entier en grec ancien. Aristote nous disait que le tout est plus que la somme des parties, et nous savons, Florence l'a dit aussi à sa manière tout à l'heure, un bâtiment ou un aménagement du territoire, c'est bien plus que la somme des matériaux qu'on a mis dedans. Il y a aussi toute la réflexion, toute la matière grise et aussi tout l'amour, à la fois que les concepteurs et les entreprises, les artisans ont mis dedans. Donc, si vous n'aimez pas le mot holistique, vous dites global, multidisciplinaire, intégratif, itératif, systémique, écosystémique. Les mesures environnementales ne sont pas des signes extérieurs de développement durable et ne se juxtaposent pas comme les perles d'un collier. Il faut prendre de la hauteur pour trouver son chemin, et c'est plus facile quand on est à plusieurs. Quand on prend de la hauteur,
à plusieurs, on commence à voir un petit peu comment on pourrait faire les choses. Et si on prend encore plus de hauteur, le chemin peut se dessiner. Je crois beaucoup à cette approche holistique qui mêle l'humain, le site, les matériaux, les techniques, l'énergie, l'ambiance, que les anglo-saxons appellent processus de conception intégrée, que les Allemands appellent Integrale Planung. Les choix doivent donc être faits dans une réflexion qui tisse des liens entre tous les critères. Il faut sortir des silos. Il faut aussi sortir de la méthode hiérarchisée et linéaire encore trop couramment utilisée, parce que tous les choix justes qui n'ont pas été faits en amont, quand on met tout le monde autour de la table, appellent des compensations techniques, et ce sont ces compensations techniques qui coûtent cher. La méthode de travail holistique, ben vous voyez, il y a le man in black, l'architecte au centre, et puis bien sûr ça a l'air complexe, mais l'intelligence collective fait des miracles. Arrêtons le top-down et puis travaillons sur le bottom-up, c'est-à-dire mettons-nous à la fois des étapes à court terme, et puis ayant une vision à long terme que j'ai représentée ici par un soleil. Et ce qui est décisif et qu'on ne sait pas trop bien faire en France, à mon avis, c'est que quand on est arrivé sur la première marche, qu'on s'était fixé à court terme, 1 an, 2 ans, il faut regarder qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas bien. Et quand on a fait cette analyse-là, on peut à la fois dessiner la marche suivante et puis aussi réajuster un peu notre soleil. Je te promets, c'est la toute dernière. La frugalité heureuse et créative, c'est donc une philosophie, mais aussi un processus ouvert basé sur le partage des connaissances que j'essaye de faire aujourd'hui avec vous, la confiance mutuelle que nous avons vraiment au mouvement de la frugalité, l'intelligence collective qu'on a, par exemple, mise en œuvre le week-end dernier ici à Bordeaux, la recherche de la beauté, le plaisir partagé. Et je vous assure, Bernard pourra le confirmer, que quand on travaille à la frugalité, on le fait vraiment dans le bonheur, dans le plaisir, et puis l'empathie créative. Bien sûr, il faut maîtriser les techniques. On ne peut pas construire en terre, en pierre ou en bois si on ne maîtrise pas, mais l'essentiel, il est dans l'humain et pas dans la technique. Merci. Tu veux que... Oui. Donc, merci Dominique. Vous me tuez l'horloge, mais vous me faites plaisir. Je vous remercie de garder vos questions précieusement pour tout à l'heure quand on va se retrouver. Mais pour pouvoir libérer nos amis de l'IFU, il faut qu'on avance pour qu'ils aient pu assister à l'ensemble des conférences. Donc, on reprend la discussion tout à l'heure. Merci. Oui, ça marche là, oui. D'accord. Bon, allez, on va parler très vite. Voilà. Alors, effectivement, on rappelle juste un petit élément de trajectoire personnelle. 10 années en tant qu'aménageur et maître d'ouvrage public sur la métropole bordelaise, 6 mois à la retraite et depuis 2 ans élu à l'urbanisme avec l'équipe de Pierre Urmic, puisque après 75 ans de gestion municipale de droite, la ville a basculé avec un assemblage de gauche avec une majorité Europe Écologie Les Verts. Juste, moi, je ne suis pas encarté, donc j'ai suivi le mouvement. Du moins, ils sont venus me chercher. Ils m'ont retiré de ma retraite et ils m'ont remis au boulot, alors que je ne demandais rien à personne et que 2 ans après, je me demande bien pourquoi ils sont venus me chercher. On hérite quand même de quelque chose qui est assez étonnant, et vous le savez sur Bordeaux, c'est ce que Alain Juppé dit lui-même, hein, le réveil de la baleine endormie. Tu veux me le tenir? Hein, voilà. Alors, effectivement, les années Juppé ont fait de l'urbanisme une question essentielle pour le développement et l'attractivité de la ville de Bordeaux. Et même si, on va le voir, ça a été une approche extrêmement libérale
et que la ville a été en quelque sorte livrée à la main invisible du marché, il n'empêche qu'il y avait un vrai pilotage public d'un projet urbain d'envergure que Alain Juppé, à la fin, avait nommé 2030 vers le Grand Bordeaux, du croissant de lune à la pleine lune. Et j'invite d'ailleurs tous les étudiants en urbanisme à lire ce document qui est absolument remarquable. Je trouve que c'est une leçon de récit sur le projet urbain. Un territoire qui a été mis en chantier. Alain Juppé disait lui-même, d'ailleurs, on voit que ça bouge à Bordeaux quand on compte les grues. Et c'est 756 hectares qui ont été mis en chantier, et les grands projets urbains qui vont s'échelonner tout le long du fleuve, du nord au sud, ou inversement, ont représenté l'urbanisation de presque 14% du territoire communal. Mouvement très libéral, puisque 60% et des fois sur les bassins à flot, 80% des produits mis sur le marché sont des produits défiscalisés, ce qui explique aussi la vitesse de réalisation de cet urbanisme-là. Et donc, je disais, effectivement, la belle endormie s'est réveillée quand on compte les grues. Et ces 10 dernières années, c'est vrai qu'il y avait des grues partout. Et on a créé de nouveaux quartiers ex nihilo. Ça, c'est Ginko, éco-quartier. Dominique, elle ne sera pas d'accord avec ça. Voilà, donc j'ai fait avec le photographe de la ville de Bordeaux l'été dernier un petit tour avec son drone là pour photographier du nord au sud tous les nouveaux quartiers qui ont émergé ces 10 dernières années. Donc on démarre avec l'écoquartier Ginko au nord, la présence de la nature, une conception très particulière de la présence dans la nature dans le milieu urbain. Et ensuite on arrive au bassin à flot, avec Nicolas Michelin comme archi-urbain. On passe à Brazza avec Youssef Tomé. On attaque le début de Bastiniel et on arrive à Euratlantique avec la tour en bois la plus haute du monde. Le dernier avatar en cours là, de cet urbanisme-là, c'est ce qu'on appelle le Belvédère, en face du pont de la gare Saint-Jean. Alors, c'est faux, ce n'est pas 70 millions de tonnes. Je voulais les enfoncer, donc j'ai fait un mauvais calcul. C'est 118 000 tonnes de CO2 parce que tous ces logements-là sont tous, et depuis toutes les images que je vous ai montrées, c'est quasiment à 100% du béton coulé sur place. Donc, Dominique a évoqué le poids carbone de ce matériau. Et quand elle dit qu'il faut l'utiliser à juste escient, dans sa bonne mesure, eh bien nous l'avons utilisé dans la démesure la plus totale. Et puis derrière, il y a quand même quelque chose qui se passe entre ce qu'on nous promet et ce qu'on voit se réaliser. Et même Alain Juppé était un peu dubitatif de ce qui sortait au fur et à mesure. Voilà l'image à gauche de ce que doit être Brazza. Et voilà aujourd'hui où nous en sommes avec la photographie d'un des morceaux du quartier de Brazza. Donc il me semble qu'il y a quand même un petit gap entre la promesse initiale et la réalité, et on va voir que ça pose quand même problème. Et puis autre point, moi, qui me touche beaucoup, c'est la question de est-ce que ça c'est résilient et ça nous permet de faire face au changement climatique et en particulier au réchauffement d'été. Ça c'est de la RT 2012. Donc, on nous doit un minimum de confort d'été dans les logements. C'est du vécu puisque nous, on habite là. Hein. Depuis la mi-mai, on a 32 degrés dans le séjour. Il n'y a aucune protection solaire extérieure. Aucune. Et quand on en parle avec l'archi, il dit on n'en a jamais débattu dans les ateliers avec Youssef Tomé de cette question des protections solaires pour le confort d'été. Ce qui me semble totalement ahurissant en 2020, d'en être aujourd'hui là, dans les relations que les architectes entretiennent entre eux quand ils font projet. Ça me semble totalement ahurissant d'oublier la question parce qu'on pense qu'elle est réglée techniquement par l'ART 2012. Et puis, je l'évoquais, cette ville qui s'est construite à une très grande vitesse en 10 ans, hein, lorsqu'on la livre au marché, voilà comment on nomme un logement, un produit. Donc, on a une ville qui, effectivement, a développé un nombre de produits en conséquence extrêmement important, mais c'est des produits
donc je l'ai évoqué, avec un fort pourcentage de déficit, donc sans propriétaire occupant. Et puis après, c'est des produits qui sont vendus de plus en plus cher sur le marché et qui fait que, voilà, on n'arrive plus, je reviens là, on n'arrive plus à loger les populations. Et même le président de la FPI, quand il dit qu'il nous manque des logements, en sous-titre, il dit aussi qu'il en manque beaucoup en logements sociaux. C'est-à-dire qu'on n'a pas produit l'offre qui correspond aux capacités financières des ménages bordelais. Alain Juppé était intimement convaincu qu'en densifiant la ville-centre, il retenait l'étalement urbain. C'est tout à fait le contraire qui s'est passé. On a densifié la ville-centre et on a renforcé encore l'étalement urbain parce que les populations ne pouvant pas se loger à prix décent sur la ville, voulant accéder à la propriété, vont rejoindre les petites zones pavillonnaires que montrait Dominique tout à l'heure, bien évidemment. On est dans cette doctrine-là, on est dans ce que, effectivement, Olivier Bouba-Olga appelle une croyance. La doctrine était la compétitivité de la ville, son attractivité, le développement de la métropolisation, et puis derrière ça, toujours l'excellence avec l'innovation. Et on va voir que l'innovation va prendre des chemins dans l'urbanisme absolument étonnants. Au final, ça donne ça. Pas généralisé, quoi, mais Amédée Saint-Germain, sur Euratlantique, on en est là aujourd'hui dans la relation avec les habitants, parce qu'on est passé successivement dans des formes urbaines, d'un urbanisme concédé à Ginko, puis à un urbanisme négocié au bassin à flot, un urbanisme en liberté, on le prend aujourd'hui comme matière de travail entre nous, pour Brazza. Et le dernier avatar des formes d'urbanisme bordelais, c'est un urbanisme totalement privé, avec la prise en main par un promoteur de l'ancien site IBM sur Bordeaux-Nord. Et donc, on a connu toutes ces formes, mais au nom de l'innovation permanente, parce qu'il fallait sortir des règles trop convenues de l'urbanisme de la règle. Et on a cette antienne qui revient tout le temps dans les propos de l'équipe qui accompagne Pierre Urmic et des archi-urbanistes qui réalisent les opérations. L'urbanisme de la règle est, dans ces différentes figures de l'urbanisme bordelais, tout le temps remis en question pour un urbanisme dit de projet, bien évidemment. On est bien dans cette dynamique aujourd'hui. Et Michel Larucharlu, par exemple, qui était la DG Aménagement Métropole, disait en 2016, au bassin à flot, le site fait le projet fait la règle. Et donc, il y a cette volonté d'effacer la règle, puisque on complète et on dit l'urbanisme de projet, donc sans la règle, c'est une redéfinition commune de l'intérêt public et une porte ouverte vers plus d'agilité, plus de réflexibilité, plus d'efficacité. Ça, on pourrait le mettre en débat entre nous. Donc, ce virage entrepreneurial a abouti, au bout de plus de 10 ans, à une situation qui fait dire aux nouveaux grands élus du territoire que ça ne fait plus l'affaire. Alain Anziani, qui est le président de la métropole depuis 2 ans, signe la préface d'un ouvrage de l'agence d'urbanisme qui s'appelle « 50 ans d'urbanisme à Bordeaux ». Et il dit « La politique urbaine, avec ses grandes opérations d'aménagement et son insuffisante maîtrise du foncier, a montré ses limites. Nous avons beaucoup construit afin de répondre à l'augmentation de la population. Cette densification a produit des effets pervers qui insupportent nos habitants, promiscuité, difficultés de stationnement et de circulation, insuffisance des équipements, pollution, appauvrissement végétal. En même temps, l'envol des prix a relégué loin des villes-centres les artisans, les ouvriers, les employés, les étudiants et les jeunes ménages. Au fond, conclut-il, nous avons besoin d'une nouvelle révolution urbaine qui conciliera des exigences qui semblent contradictoires. Alors Pierre Urmic, à l'échelle communale de la ville de Bordeaux, va reprendre ça avec une phrase qu'il aime beaucoup. Il va dire « Moi, je ne suis pas là pour renverser la table, Poutou, si, mais lui, non, mais pour la réparer. » Et donc, on est dans cette posture-là quand on vient aux affaires. Je passe là-dessus. Voilà. Et on se dit, dans le fond, il faut peut-être reprendre un petit peu les choses en main dans un urbanisme un peu trop en liberté, nous semble-t-il.
j'en ai fait avec les images un peu le procès, mine de rien, quoi. Et Pierre Urmic dit il faut qu'on concilie 3 dimensions et qui commencent toutes par un R. C'est la renaturation d'une ville extrêmement minérale, la résilience, effectivement, d'une ville qui a une offre, en particulier en termes de logement, qui ne tient pas le choc du changement climatique. Et puis, le dernier R qu'il me dédie, en tant qu'adjoint à l'urbanisme, c'est la régulation de son urbanisme. Alors, 10 ans plus tard, après tout le boulot incroyable qui a été réalisé sous l'époque Juppé, il faut le reconnaître, ce n'est pas une critique négative, je dis simplement que le résultat n'est pas celui qu'on peut espérer quand on veut parler de transition climatique. En fait, le boulot est considérable. Donc, à moi tout seul, quand Pierre me dit « toi, tu es en charge de la régulation de l'urbanisme », je me sens un peu, vous connaissez le truc, le dessin animé, là, les 4 Fantastiques. Mais c'est les 4 Fantastiques à moi tout seul, hein, parce que là, il faut… Alors, je me dis, dans le fond, continuons à jouer avec les R. Puisqu'il faut réguler, la puissance publique n'a à sa disposition que la fabrication de règles. Et donc, travaillant depuis des décennies avec le monde professionnel de la construction, de la promotion immobilière, je me dis, dans cet urbanisme qui s'est un peu relâché et dans lequel ils ont fait affaire, et c'est eux qui faisaient la ville, c'est un urbanisme libéral, eh bien, il fallait refabriquer une règle assez simple quand même, qui ne vienne pas concurrencer la RE 2020 qui apparaissait depuis un an, mais qui allait nous ramener effectivement un peu les pieds sur terre. Donc, effectivement, j'ai créé avec le bureau d'études d'Alain Bornarel Tribu un référentiel très léger qui s'appelle Bâtiment frugal bordelais, où on se dit, dans le fond, tous les grands coups d'aménagement sont partis, Bastiniel, Brazza, Euratlantique. Donc moi, je ne suis pas l'urbaniste des grands projets. Ça fait 10 ans qu'ils sont en chantier. Il me reste juste un urbanisme à la parcelle et à l'objet à réinventer. Et donc, ma règle va essayer d'attraper l'îlot, va être à la mesure d'un urbanisme de la parcelle, et puis va petit à petit poser la question de qu'est-ce qu'un quartier frugal et qu'est-ce qu'une ville frugale, une commune frugale, un territoire métropolitain frugal, petit à petit. Et donc, le label qui a été co-construit avec les services instructeurs de la métropole qui instruisent tous les permis de construire, et avec la Fédération des promoteurs immobiliers, nous avons passé plus de 8 mois en échange, en aller-retour, en travail, a abouti effectivement à fabriquer une sorte de route d'Heming, où on se dit, dans le fond, on pose des exigences. Et on a signé avec le président de la Fédération des promoteurs immobiliers une charte, enfin pas une charte, un manifeste qui s'appelle « Manifeste pour des projets urbains frugaux », en partant du fait que nous étions tous d'accord que le changement climatique nous imposait de changer nos pratiques. Et à partir de là, la règle du label permettait de faire l'apprentissage collectif dans la durée, vers de nouvelles pratiques, puisque c'est une règle d'intelligence collective, c'est une règle qui accepte le tâtonnement, l'erreur et l'essai, et qu'on va avancer par expérimentation, tâtonnement et démonstration, que chaque fois qu'on a fait un projet, on tire les leçons du projet, on se réunit, donc il y a 3 ateliers par an qui nous regroupent pour tirer les leçons de ce qu'on a commencé à réaliser, et au fur et à mesure, on modifie la règle en tant que de besoin, chaque fois qu'on est un peu plus sûr, au fur et à mesure que nous apprenons ensemble à faire projet frugal. Donc, il y a un référentiel avec un ensemble de critères. On en a 42, il y en a 21 qui sont obligatoires et qu'on a fait rentrer dans le PLU, donc qui, dans 1 an et demi, seront opposables juridiquement, mais qui sont imposés à tous les permis depuis 1 an et demi. Donc, aucun permis n'est instruit sans le positionnement du projet sur le référentiel label bâtiment frugal. C'est sur la base du volontariat, tout le monde l'accepte et aucun projet ne nous échappe. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail du label. Mais voilà, il est à la fois précis, mais il n'en dit pas plus parce que ce n'est pas une norme. En 2 mots, il dit très simplement qu'un bâtiment qui doit affronter le changement climatique, il a 100% de logements traversants. Jusqu'à présent, vous aviez à peu près 10% dans les opérations de logements traversants. On a engagé et mis en chantier 45 000 logements.
C'est-à-dire qu'on va avoir sur le marché, là, pendant les décennies qui viennent, des logements qui ne pourront pas affronter les pics de chaleur et le changement climatique. Ils ne présenteront, de mon point de vue, pas la résilience nécessaire. Donc, ceux qui nous restent, je suis tenté de dire qu'il faut sauver les petits. Donc, sauvons les derniers qui nous restent sur les sites d'aménagement grâce à cette approche-là. Logement 100% traversant dans toutes les opérations, ventilation naturelle, le moins d'équipements techniques embarqués. Le bâtiment à Brazac est tout neuf dans lequel je suis locataire. Tous les équipements techniques depuis 1 an sont tombés en panne. 1 mois sans eau dans les derniers étages, simplement parce que le surpresseur n'est pas calibré pour amener la flotte jusqu'au 8e étage. On en est là dans la construction. À Brazza, des plafonds se sont écroulés. On a eu une tornade, des toitures se sont envolées. Et quand on a vu la façon dont c'est fabriqué, on se dit, je comprends que ça s'envole, quoi. C'est du petit bois, ce truc. Il n'y a pas de bois, mais c'est du petit bois comme construction. Hein, voilà, on en est là dans la construction. Donc, on ne fait pas patrimoine avec ça. Et on ne permet pas aux gens de se sortir de l'affaire par rapport à notre trajectoire de transition écologique. C'est juste pas possible. Donc, il faut sauver les derniers petits. Les matériaux, on est à 100% de béton coulé sur place. Le label dit bien le béton juste et strict nécessaire. J'ai les parkings en rez-de-chaussée, je dois avoir une première dalle en béton. Le SDIS ne nous autorisera jamais à faire un plancher bois, c'est réglé. Après, le reste, c'est forcément du remplissage avec des façades bois, des façades en terre, des façades avec d'autres matériaux. Et à l'îlot, 30% de pleine terre, et on doit végétaliser au maximum, puisque les gens, la crise nous a donné ça, hein, ils doivent pouvoir sortir en pied d'immeuble pour se retrouver dans un petit morceau d'espace de nature. Dominique l'a bien évoqué, et on les fait potaginer. Il faut qu'ils puissent effectivement s'occuper un peu du végétal et de la terre. Le dernier élément que je vais évoquer sur le label, c'est la crise du Covid qui l'a mis en évidence pour tout le monde. La pièce extérieure doit faire un minima 10 mètres carrés. Aujourd'hui, dans les dizaines de milliers de logements qui sont sortis, le balcon, la petite loggia, fait 3 mètres carrés maximum. Vous ne pouvez rien faire sur cet espace. Et donc, il faut augmenter l'espace extérieur de façon extrêmement généreuse. On l'a évoqué sur le GHI régénération d'une barre des années 80, avec Anne Lacaton, Jean-Philippe Vassal. On a doublé les surfaces des logements en donnant des pièces extérieures qui sont d'immenses jardins d'hiver. Et donc, à des prix de logements sociaux, la promotion privée peut bien faire la même chose. Je ne lui demande pas de faire 90 mètres carrés de jardin d'hiver, je lui demande à minima d'en faire 10 mètres carrés. C'est dans le label. Pour conclure, le dernier élément extrêmement puissant et qui va nous ramener un peu à des questions d'urbanisme, c'est qu'effectivement, on démarre à l'objet architectural, on va dire. Mais on se préoccupe de la parcelle. Et ensuite, on a commencé à attaquer sur Bassignel l'approche de se dire ça se traite à un niveau de quartier. On a engagé une opération de 1000 logements en accession sociale sur Bassignel. On s'est dit il faut le traiter sous l'angle du quartier frugal. Et on va faire l'apprentissage tous ensemble de ce qu'est un quartier frugal. Le dernier élément de la frugalité, c'est qu'on ne peut y arriver, c'est un peu comme la décroissance, quoi, quelque part, que si tout le monde est consentant. Et donc, il faut remettre l'habitant au cœur du projet architectural et au cœur du projet urbain. Il faut que nos habitants deviennent des architectes et des urbanistes avec nous, épaulés par l'expertise que nous détenons, mais il faut les mettre à l'ouvrage, à la conception, à la réalisation et à la gestion de leur lieu de vie. C'est la condition, me semble-t-il, sine qua non de la réinvention des établissements humains face au changement climatique. Et donc, la transition écologique, elle passe avant tout par un accompagnement, une modification des comportements, des usages, de la façon dont on vit à partir de l'intérieur de son logement, jusque dans son quartier, jusque dans la ville, jusque sur le grand territoire. Si on ne fait pas ce travail d'impliquer
les habitants, les usagers, etc., la conception, la fabrication, on ne gérera pas la transition écologique. Pour conclure, quand nous parlons aux habitants de la commune de Bordeaux de transition écologique et de prendre à bras le corps le changement climatique, ils vous regardent et vous disent « ouais, chiche, ce n'est pas notre problème. Moi, je ne sais pas faire et je ne sais pas comment vous accompagner dans cette épreuve. » Et donc, le job, c'est comment est-ce qu'on les fait participer et rentrer dans cette... Enfin, c'est complètement fou de dire qu'on va faire de la transition écolo et prendre à bras le corps la complexité du changement climatique. C'est hors de portée de l'humain aujourd'hui. Et donc, quel voyage on va faire pour que ça revienne à notre portée, éventuellement, en étant quand même convaincu que c'était mieux dans la période d'avant. Hein. On était sûr de notre coup, on les tenait. Hein. Quand je disais que je veux 100 000 habitants de plus, je crée 45 000 logements, ça je sais faire. Quand je veux lutter contre le réchauffement climatique et rendre une ville résiliente, c'est encore des travaux que nous avons tous à mener ensemble, architectes, urbanistes, paysagistes et habitants, pour commencer à imaginer des solutions. Merci à vous. Ça y est, c'est bon. Bon, un grand merci. Hein. Tu as été le plus sage des trois. Hein, voilà. Alors, on va faire vous méditer, préparer vos questions pour qu'il y ait un échange. Il y aura certainement un échange entre eux aussi, mais surtout, ils l'attendent avec vous. Voilà, parce que vous êtes là pour ça. Et donc, vous allez nous laisser, enfin, jusqu'à 11h30, donc le temps d'aller prendre un café et de revenir. Voilà.